Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, bienvenue en Ligue française de League of Legends, la Ligue française qui ouvre cette semaine ses matchs retour. Et je suis accompagné pour ce pré-show. Ouais, vous avez le pantalon même, et des petites chaussures blanches. On est vraiment des bobos parisiens de gauche. Effectivement, donc vous êtes cousin Tréton-Noix, bonsoir. Bah écoute, bonsoir, je suis très pressé de voir cette journée de LFL et je suis très heureux d'être ici, mon cher Kevin. Puis on va à la plage juste après, Noisière, ce matin, petit LCK. Petit 2 heures, ça s'est bien passé, la Ligue coréenne, elle se porte bien? Ça chillé, on a vu un très joli Ziggsbot, magnifique. Il paraît que c'est fort, Il paraît que c'est très fort. Ça commence j'ai vu passer ça sur Twitter, ouais, et sinon je l'aurais pas su. Hein. Honnêtement, je suis content qu'on ait les mêmes follow. T'en penses quoi, Tréton, Je pense Ziggs et Eden OP, c'est vraiment très très fort actuellement. Waouh, c'est vraiment, info bien sûr. caché du coup. Heureusement que t'es là. Hein. Heureusement que t'es là. Juste de rien pour l'info. Bienvenue messieurs, en tout cas dans ce prochain, il va être un petit peu long, on a beaucoup de trucs à voir et comme c'est la mi-saison, on va faire un petit point statistique assez cool, voir un petit peu qui a la palme dans les différentes catégories. Mais avant ça, évidemment, le récap de la dernière soirée, bien sûr, qui s'est déroulée sur cette antenne. Donc dernière soirée de match aller, forcément, on avait pu observer un MCES contre GameWard, ma foi qui signait quand même le retour de Aphelios. Je pense que c'est bien d'en parler. Ouais, Aphelios qui revient pas mal dans la méta, lui aussi en ADC. Lame qui a fait une très très bonne game. Toukuy aussi qui a fait une très belle semaine la semaine passée avec une game de Ryze, une game de Syndra. Et on peut aussi noter la très bonne performance de Prime sur son Braum. Ils ont été véritablement dominants dans cette game contre les MCS. Ils ne leur ont laissé absolument aucune chance. Bon, pas grand chose à dire, hein. On voit ici 10-2, tous les dragons. Bon, Nexus, GameWard, très très en forme, évidemment, pour conclure son dernier match aller. Et ce qui nous amène bien sûr au deuxième affrontement, Gamers Origin contre Easy Dream. Et les Gamers Origin, ça y est, ça passe à la caisse. Il y a du mieux, C'était une semaine à 2-0, des sourires qui reviennent. On a pu voir Glopo dans l'espace qui danse. Quand ça ne ruine pas totalement sur un dive foireux à 3 minutes 30, 4 minutes de jeu, c'est mieux. On voit du mieux, Tréton. On voit du mieux du côté de Gamers Origin. À voir maintenant, il faut confirmer. Ça fait une bonne semaine pour eux, mais j'attends la confirmation pour Gamers Origin pour vraiment remonter dans le hype train. Contre la Carmine. Hein. Allez, bien sûr, une semaine compliquée pour les jeux, on aura l'occasion d'en parler pour les Dream bien sûr. Eh bien, on n'arrive toujours pas à accrocher cette seconde victoire, mais on va parler d'eux justement dans ce pré-show parce qu'il s'est passé un truc ce week-end, bien sûr, c'était la Lyon eSport. On verrait que les Dream, quand même, ils ont fait une assez bonne sortie, ce qui peut peut-être les mettre en avantage cette semaine. Misfits, première contre BDS, affrontement qui fait rêver au printemps. On était un petit peu sur la réserve dans cet affrontement en été. Eh bien, figurez-vous. La surprise BDS, l'éveil de BDS peut-être, qui arrive à prendre la victoire alors qu'ils étaient vraiment dans le dur avec Easy Dream tout en bas du classement, là où les autres équipes commençaient à décoller un petit peu. Si ça peut lancer la machine, tant mieux. Ouais, Misfits, écoutez, une nouvelle défaite un peu surprenante de leur côté après MCES, et on verra que ce week-end pour eux ça a été un petit peu la confirmation. Ouais, ce week-end pour eux c'est très bien passé à Lyon eSport, clairement pour les Misfits, et pour BDS c'est bien de les revoir reprendre de la confiance parce que je pense qu'ils en avaient besoin et ça reste un roster qui peut être plein de surprises et qui peut être très très bon en LFL. Match de la semaine, bien sûr, semaine passée, Carmine contre Vitality B, la guerre des séries de victoires, que la Carmine a plutôt remporté sans vraiment laisser de place au débat. Hein. Je m'attendais à un match très disputé, avec une belle confrontation. Et bon, c'était un peu stompy, donc c'est un peu gâché le plaisir. Ouais, Skins a été assez vocal à propos de ce match et il disait qu'ils étaient un peu passés à côté, les Vitality, là où la Carmine Corp a bel et bien répondu présent. Et à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, ils jouent véritablement très très bien et vraiment impressionnant de leur côté. Très gros synchro, on nous avait dit en interview. Dans la communication, ouais, dans la communication très fort. Solari contre LDLC OL, là aussi, ma foi, un match qui nous intéressait encore parce que on se demandait un petit peu si les LDLC OL allaient poursuivre avec le Yumi Dr Mundo. Ils l'ont fait, ça a plutôt pas mal marché jusqu'à ce que... C'est terrible pour eux parce qu'ils ont fait 0-2 du coup avec Mundo Yumi. Cette game là elle était quasiment gagnée et on se fait catch du côté exact sur la mid lane et derrière après ça enchaîne et ça push du côté des Solari qui avait un très bon late game en la présence de Victor et de Jinx. Et c'est vraiment dommage pour la LDLC parce qu'ils maîtrisaient cette partie. Ils ont montré que le Mundo Yumi en tout cas en phase de lane fonctionnait vraiment très très bien, mais encore une fois en mid game ils sont passés un petit peu à côté et les Solari on le sait en mid game ils sont très très forts eux de leur côté. Bien sûr, hein, ils ont eu un boulevard, ils l'ont bien sûr saisi. Petit trundle pour Joko.
Et voilà, on notera quand même un très très gros lissing de la part de Dan Dan. Le classement à l'entrée, bien sûr, de cette 5e semaine, ou celui à la sortie de 4e semaine, hein, c'est le même. Carmine, toujours premier, 9-0. On va parler de ce 9-0 dans ce pré-show, car il y a bientôt un record qui va être challengé. Vitality B qui suit bien sûr la marche, mais 6 premières juste derrière. Solari enfin, et GameWard, LDLCOL ex-aequo, Gamers Origin et Team BDS, ainsi que Team MCES ex-aequo également, et Easy Dream bien en dernière position, Alone in the Dark. Mais c'est stack, hein, c'est très stack. Il y a même une place Première entre place qui commence ne à pas fuir être quand en même, playoff, à être en playoff, et entre à part Easy Dream, il y a 2 victoires d'écart pour arriver en playoff. C'est-à-dire qu'il suffit d'une bonne semaine et tout le classement est modifié. Ouais, une très très bonne semaine et une très mauvaise aussi pour la Carmine si elle veut se faire challenge, parce que là ils ont 2 matchs d'avance, donc ça commence à être la belle zone de confort. On va parler stats forcément, on est sur le point de mi-saison, donc on va faire un petit bilan, mais un petit bilan un petit peu sympa. Voilà, on va prendre des stats un petit peu différentes qu'à l'accoutumée, et donc on va faire feu dès à présent. Alors mon cher Carnage, peux-tu me donner... Voilà, merci beaucoup. On va parler de kills totaux, mais attention messieurs, en termes d'équipe. Les équipes qui font le plus de kills en LFL. Carmine doit être très très haut parce qu'à chaque fois ils ont des games qui vont très haut, donc il y a forcément la Carmine. Et après la Carmine, je pense. En fait, ça va être le top 3, non? C'est long. Allez, Noah. Mais Carmine, Misfit, Vitality. Allez, réponse. Je mets pas Vita, je mets GameWard. Tu mets GameWard? Allez, réponse immédiatement. Bah, ça suit le classement en fait. Ça suit le classement. Ça, à peu près, hein, bien sûr, parce que Misfit skill beaucoup, mais la Carmine. C'est ce que j'ai dit. Ouais, j'ai voulu feinter, je me suis dit qu'il y avait un piège parce que c'était trop obvious. Et maintenant les morts, messieurs, puisqu'on suit le classement. Du coup, on devrait voir du Easy Dream, on devrait voir du MCES, on devrait voir ces équipes-là. Alors, Easy Dream doit en avoir pas mal en effet. LDLC en a peut-être beaucoup aussi. Et ouais, c'est censé être MCES. Allez, regardons ça tout de suite. J'imagine. BDS peut beaucoup mourir aussi. Total des morts, et bien c'est Easy Dream, MCES et Gamers Origin. Easy Dream qui quand même maintient un petit peu le lead dans cette catégorie. On peut avancer un peu plus vite, mon cher Carnage, je vais pas les faire deviner, ils mettent vraiment beaucoup de temps. Les joueurs qui ont le plus de réfléchir. Kills. Mais bah ouais, mais bon, vous êtes long. Plus de kills, figurez-vous. Ah ouais, Mati, très élevé tout de même, vraiment, qui fait un énorme split pour le moment, et pas forcément surpris de voir Wooly. Ça a l'air craqué, hein, ADC en ce moment. Ouais, ça a l'air vraiment broken. Je pense que les supports, ils passent vraiment en zoom derrière. Je vais pas être trigger par ça. Le plus de morts, c'est broken, il y a pas de support justement. Le plus de morts actuellement en LF. Ah bah tiens. En ce moment. Les frérots, mais c'est normal. Le rôle veut ça. Le rôle veut ça. Je pense qu'en jungle, tu peux aussi beaucoup mourir, mais on n'est pas dans une méta enchanteur où le support est derrière, c'est des supports à engage, des supports qui meurent, sauf les gens qui jouent Bard parce qu'ils ont pas de race. Mais ah oui, ça y est, on est parti. Mais des supports qui meurent, c'est des supports qui jouent bien. Voilà, des supports Gamers Origin, Easy Dream, MCES qui jouent particulièrement bien. Total des dégâts effectués en globalité. En équipe ou en joueur? C'est en joueur. Là, on passe en joueur. Saken, je pense. Saken, Mati doivent être super élevé. Le plus de dégâts depuis le début de la saison. Woolit et Smiley aussi. Woolit surtout. Woolit, Smiley, Saken. Moi, j'irais un petit Woolit qui joue des cogs et des choses comme ça. Et bah, Poker, ça. Mon Dieu! Mais oui, les amis. J-Link, qui est devant et d'une bonne tête, hein. Oh, les dégâts du frérot, en vrai, c'est assez impressionnant pour le coup, et ça montre qu'il remplit de mieux en mieux son rôle en Summer Split. C'est surtout qu'être une équipe avant-dernière du classement et être premier aux dégâts, c'est que tout de même tu portes. Hein. Tu portes très très fort sur tes épaules. 16 Real, ce genre de choses, effectivement, il accomplit sa tâche. Il est bien dans son rôle. On va parler maintenant un petit peu macro. Les équipes qui ont sécurisé le plus de dragons de la saison jusqu'à présent. Avec réponse en image, bien sûr. Je pense qu'il y a Vita, Misfit, Solari, et je crois que la Carmine est un peu en dessous. Pas du tout. Eh bien, MCES qui a une petite spécialité draconique. Ouais, mais ça m'étonne pas parce qu'en même temps, les plus grosses équipes font du snowball par les golds, vont aller chercher du Herald, des tours et vont pas hésiter à aller chez 2-3 dragons et à terminer la game. Ça suppose des games plus longues. Hashtag analyse. Et quoi? C'est tout, mais. Au moins, c'est mieux que de dire que Ziggs est OP après 3 mois, quoi. Allez, on avance, mon cher Carnage. On continue avec les temps de jeu cette fois-ci. Alors, il me semble que ce sont les plus longs. Solari. Et non, les amis. Les temps de jeu Toto. Temps de jeu Toto, bien sûr, depuis le début de la saison, cher ami. Pas une moyenne sur chaque match. Quelle est l'équipe qui a passé le plus de temps sur la faille de l'invocateur depuis que nous avons lancé cette LFL Summer 2021? C'est MCES. 330. On passe un bon moment, hein, vraiment. 339 minutes de MCES. On passe un très très bon moment de leur côté. Et en vrai, vraiment, ça montre aussi qu'ils s'améliorent parce que les games sont de plus en plus close avec eux. On est bien d'accord. Et maintenant,
les plus close, enfin, on va dire l'équipe qui a passé le moins de temps de jeu, voilà, sur la faille de l'invocateur. Bah, les bouchers, alors, quoi. Bah, Solari, j'aurais pas dit. On dit femme. Bah ouais, on dit femme, traitons. On dit femme, Mais toi aussi, t'aurais pas dit, personne n'aurait dit ici. Ouais, mais je l'ai pas dit. Alors que toi, tu l'as dit. C'est temps de jeu, hein, c'est pas victoire la plus courte, défaite, c'est temps de jeu. Écoute, il a des chaussures Solari, on a un partiel, c'est bon. Oui, absolument. Je l'ai remercié. Elle passe plutôt bien. Très belle tenue, chaussure. hein, je pense que. Non, mais elles sont très swag. Nous, on allait danser avec. Elles tiennent le dance floor. Je pense que ça flex. Bon, vous avez été dansé, peut-être pas à Lyon, mais en tout cas à Lyon, il se passait des trucs. Évidemment, la Lyon eSport édition 2021 qui a pris place. Écoutez, messieurs, on va voir le résultat forcément de la compétition League of Legends, puisque 8 des 10 équipes de LFL y étaient présentes. Et justement, les voici toutes. Et bien, cette Lyon eSport a été remportée par Mrs Première, qui a vaincu en finale Solari. Top 3, on a les BDS, Gamers Origin, Easy Dream, devant LDLCOL, GameWard et MCES. Donc voilà, je vous parlais de Easy Dream. Voilà leur score du week-end. Voilà, on n'a pas chômé. C'est quelque chose que l'on va beaucoup retenir, la grosse performance de Easy Dream, les missiles qui ont vraiment roulé sur la compétition. Et on pourra aussi noter que MCS a perdu notamment contre Team Oplon. Team Oplon. Et je sais que ça a fait pas mal de bruit du coup forcément parce que c'est LFL Div 2, mais globalement la LFL des 9 premières places, il y a 8 équipes LFL, donc ça reste la LFL très dominante. Ça reste réel bien sûr. Et pour préciser, MCES qui a perdu contre Oplon, mais qui se sont fait juste booter en loser bracket. Voilà, ils n'ont pas perdu le tournoi sur ce match, ils ont perdu effectivement contre LDLCOL, si je me souviens bien. T'as raison. C'est bien ça. T'as raison. Voilà. Donc ils ont été effectivement bootés par Oplon en loser bracket. GG à Oplon, bien sûr, fier représentant de la Div 2. Voilà pour le petit point stat, les amis, pour se mettre un petit peu en jambe. Et maintenant, on va regarder l'agenda de cette magnifique journée qui nous attend avec le match d'introduction. On aura GameWard contre LDLCOL. On suivra ça avec Solari contre Easy Dream, Carmine Geo, on en parlait tout à l'heure, Noah, bien sûr. On aura un petit focus bien sûr sur Vitality Misfits première aujourd'hui, bel affrontement. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et enfin on terminera la soirée avec BDS contre MCES. Messieurs, il y a des choses à dire. Bah, le truc c'est que de base Vitality B contre Misfits c'est un giga bon match. De base on l'aurait fait de toute façon. Évidemment, mais avec en plus ce qui s'est passé aujourd'hui, donc la descente de SLT et la montée de Ziganda, forcément ça rajoute du piment. Ça rajoute du piment, effectivement. Parlons de SLT. On a ce stat sur cette mise. Les teams en premier. On fait les teams en premier, effectivement. Donc, le petit comparatif. Deux équipes qui sont véritablement au coude à coude, qui n'ont pas forcément le même playstyle ou pas la même manière de snowball, mais tout de même plutôt botlane centrique. En tout cas, c'est leur style de confort. On aime beaucoup assister le bot side, avec peut-être un Ziganda qu'on a plus vu que Agressivo depuis le début de il a été plus mis en avant, le mid-jungle de Vitality aussi qui a très très bien performé, mais il ne faut pas oublier que les Vitality, leur première défaite avant d'avoir perdu contre la Carmine, c'était contre les Misfits de première, qui les avait maintenus en échec. Donc déjà en termes de roster, on a un niveau qui est extrêmement élevé et c'est deux line-up qui sont capables de jouer en réalité quasiment n'importe où. On est tout à fait d'accord, peut-être un peu moins de side lane, mais c'est encore à confirmer, c'est quand même pas un truc qu'on voit énormément en LFL pour le moment. On parle forcément des affrontements et le premier bien sûr c'est la top lane. Alors salut à tous, notre bon SLT qui revient à la maison, il y était déjà, c'était le top laner des GameWard pendant plus d'une année, donc on le connaît bien et ses statistiques, bon, celle du LEC en mi-saison, on sait qu'il a joué weak side, voilà. On sait qu'il a joué de la Lulu. Ce sont pas des stats qui font rêver, on est d'accord. Mais bon. Il y a des collègues à lui ou des joueurs du LEC qui a dit oui, mais arrêtez de mettre salut à tous sur un gangplank qui est rincé, mettez-le sur d'autres choses. Bon, forcément, il y a une vague de critiques absolument gigantesque par rapport à ce swap. La rumeur veut que la team LEC en scrim était un peu en full int et qu'on a voulu casser cette dynamique. Maintenant, un changement dans ces conditions qui a l'air de survenir un peu à la dernière minute, ça a l'air d'être du gros hint. Ça a l'air rapide, effectivement. La structure s'est exprimée sur ce choix-là en disant que Ziganda avait finalement prouvé qu'il pouvait remonter en LEC. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans ce message-là. Puisque nous en parlait tout à l'heure, le véritable problème, c'est la communication ici. C'est Vitality, une structure leader en France, et c'est pas eux qui ont l'information en premier le jour même du swap SLT Ziganda. Donc forcément, sur Twitter, ça s'est animé. Après, en termes sportifs, tu peux limite le faire comprendre, mais on sait très bien que flip comme ça, un changement en plein milieu, c'est très très dangereux. C'est plus dangereux que bénéfique en général, et surtout pour l'équipe LFL, le timing est horrible parce que tu les sacrifies un petit peu dans une semaine où il y a tout de même Misfits
et Solari, deux adversaires très très importants pour les Vitality. Le timing fait mal, et pour l'équipe LFL, ça fait un petit peu mal pour le LEC, pour le sportif profond. On en parlera sûrement du coup en LEC. Au-delà de ça, ça rappelle les très mauvais souvenirs de l'année dernière, c'est-à-dire que parce que l'équipe LEC va mal, on hint l'équipe LFL. Pour moi, c'est ça. Encore une fois, SLT, c'est pas du hint, et Ziganda n'est pas du hint. C'est deux très bons joueurs, ça faut le rappeler. C'est comme Saken qui faisait des allers-retours, c'est-à-dire on hint la LFL pour aller. Il n'y avait pas de choix pour Saken. Le véritable problème, c'est que changer de joueur, ça change une dynamique d'équipe, et tu peux jamais savoir comment ça va réagir. On avance sur Ziganda, messieurs. Pour Saken, c'était vraiment pas de la volonté. Il y avait juste un problème de visa à ce moment-là. On s'en rappelle. En vrai, c'est pas comparable. Et en ce qui concerne le changement Ziganda, et on ne sait pas depuis combien de temps c'est préparé au final. Enfin, je n'ai personnellement pas l'info. Je te vois faire une petite moue, mais t'as l'info. Et on a l'info via la Ligue, parce qu'on sait depuis quelques jours que ça va être le cas, tu vois. Mais tout comme Vitality, et c'est pas surprenant que ça se soit fait après la semaine de SLT. Et du coup, ça s'est fait très récemment. S'ils font un mauvais match aujourd'hui, ça va être dur. Toxique. Ça va être dur. Non, mais ils le savent, je pense. Je vais être toxique. Là, je leur laisse encore le bénéfice du doute. Mais le truc, c'est que de toute façon, les deux line-up sont fortes, les deux top laners sont forts, etc. C'est juste à côté, changer, ça va tout remettre en question, et les dynamiques d'équipe, c'est terrible pour l'équipe LFL. Je pense que à l'heure du changement, il est encore obligatoire pour nous, je pense, et pour nous tous, de faire confiance à la décision de la structure, évidemment. Et simplement de croire, et je pense que c'est tout à fait légitime de croire qu'ils ont plus d'éléments pour faire ce genre de call que finalement tous les lolix qui peuvent traîner sur Twitter. Mais mon cher Twix, on en parlera plus. Le travail le plus dur de la planète, c'est quoi ? Arrête de bégayer, on en parlera plus longuement en LEC avec plus d'informations, et ça se passera très bien en LEC, mais enfin on en parlera bien. Mais pour la LFL en tout cas, SLT, bon, c'est pas forcément downgrade par rapport à Ziganda, c'est plus ou moins la même chose, ce sera un bon joueur, ça devrait bien fonctionner. C'est juste encore une fois, la fonction, est-ce que ça va bien fonctionner directement avec full side, tranquille. On avance pendant ce temps, bien sûr. On va voir, mais du coup, du côté des Misfits, il y a peut-être une petite faiblesse à aller attaquer le top 7 de Vitality, parce que forcément, tu peux pas directement être en forme, là où un Zlatan Agressivo performe eux aussi très très bien. Très bien. Bah écoutez, ça apporte beaucoup de clarté. Pas trop, mais on verra tout à l'heure. Zlatan contre Skins, bien sûr. Alors Zlatan extrêmement en forme en ce moment, plutôt un Rumble player, si on prend bien sûr ses statistiques de champion. Parmi les meilleurs junglers de la ligue, puisqu'il récupère énormément de points de MVP également à travers ce début de split. Contre un Skins, eh bien, qu'est-ce que ça peut donner ? On regarde ici le comparatif lors des défaites, et on peut voir que il y a une nette différence de profil. Ouais, après, il n'y en a pas beaucoup des défaites Vitality. Faut dire, il y en a deux. Le truc, c'est que les défaites de Vitality, on se souvient de Skins qui se fait counter par Memento ou quelque chose comme ça, qui s'est fait counter sa toute première game de LFL, où il se fait hard counter, et il a une non-game. Il a vraiment une non-game, et c'est une catastrophe pour Vitality. C'est sûr. Mais donc l'échantillon, effectivement, est pas très élevé. Donc c'est tellement des trucs isolés. C'est quand même 9 matchs. Hein. Après, je pense que ça veut juste dire un petit truc. C'est dans la défaite. C'est-à-dire c'est 3 défaites contre 2 défaites. Et dans la défaite de Zlatan, tu vois que ses stats sont très très bonnes, parce que je pense que Zlatan est un joueur qui joue beaucoup plus sur le farming, qui joue un peu plus égoïste, qui joue vraiment pour lui, et du coup même quand son équipe est pas bien, lui est toujours bien. Et là, au Skins, joue beaucoup sur les gangs, sur donner des ressources à ses laners, et du coup quand ses laners sont pas bien et lui aussi du coup ne l'est pas, forcément en termes de stats ça descend très rapidement. Oui, absolument, c'était ça le point. Effectivement, on l'a pas sur la set ici, mais Zlatan qui a en average plus 22 CS à 15 minutes quand même sur toutes ces games qui ont été jouées cette saison. On est beaucoup plus bas au niveau de Skins, qui est un petit peu plus gank oriented, bien sûr, surtout en début de partie. On avance encore une fois, cette fois-ci sur la mid lane, Tutus et Plexd. Bien écoutez, moi c'est un beau match bien sûr qu'on attend ici. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de détails en termes de jump and pull, ils sont capables de tout jouer, ça bien sûr on a eu le temps de le découvrir. Maintenant c'est plus une question d'équilibre et de proximité avec le reste de leur équipe, où là je vous pose la question, qui selon vous a le profil qui donnerait le plus de chances de victoire? Je pense que de toute façon les deux joueurs sont très très bons. On a plus fait justice en général dans les deux splits à Diplex, qui nous a pas mal impressionné de par sa jeunesse et le fait qu'il soit un petit peu nouveau. Certus reste un millénaire qui est très très bon, qui est de plus en plus convaincant et qui honnêtement joue de mieux en mieux. Donc je pense que pour les Misfits et pour Certus, c'est le moment de prouver qu'il fait partie du top 3 midlaner en LFL. Oui, il y a une petite Syndra aussi qui revient un peu éventuellement pour des counters, des petits counters Lucian du côté de Diplex. Diplex, il a un peu perdu Sariana aussi sur le Summer, donc je pense que ça peut rééquilibrer. Est-ce que je trouvais un peu Diplex peut-être un peu meilleur, mais avec la méta du moment, je pense que ça rééquilibre un peu au milieu. Très bien, bah écoutez, un bon gros 50-50 qui sera dépendant de la draft. Prochaine étape, il me semble qu'on parle de win streak. Ah non, on parle de Jungle Pressure, c'est vrai. Non, on a bien un petit peu des choses à voir quand même. On parlait de Jungle Prox. Eh bien, la voici. Même si elle n'est pas très révélatrice en soi, elle va plutôt dans le même sens.
Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que du côté de Misfits, il y a ce côté League of Legends support jungle mid qui est véritablement très très présent. On joue beaucoup ensemble, on joue beaucoup à 3, on essaie de beaucoup de snowball via cela du côté des Misfits. Et je pense que c'est leur grosse force à voir du côté des Vitality comment on va s'adapter. Là où on voit qu'un Skins par exemple joue tout de même beaucoup autour de sa botlane, beaucoup autour de Smelly. Alors on voit plus de présence globale de la place de Zlatan et plus de présence ciblée de la part de Skins. A priori, c'est ce qu'on veut nous dire. Maintenant, bien sûr, il faudra voir ça en contexte et dépendamment des combos qui seront joués, bien entendu. On parle d'efficacité maintenant et on va pouvoir rebondir sur ces dynamiques de farm parce que farmer, c'est une chose. Les convertir en dégâts, c'en est une autre. Et ici, c'est un exercice dans lequel Skins se débrouille plutôt bien. Ouais, de toute façon, en jungle carry, je pense que c'est le meilleur de très très loin qu'on a. De très très loin, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est le meilleur de loin qu'on a dans la ligue actuellement. Et on voit qu'en termes d'ADC aussi, Woolit ou Smiley qui fait d'ailleurs un super split pour le moment, c'est vraiment extrêmement efficace et très très fort. Non, pas mieux. Et pour moi, c'est pas mieux. Non, mais c'est pour ça bons aussi joueurs, que le changement de la top lane, c'est peut-être deux équipes où c'est moins grave que de changement d'un autre joueur parce que comme on a vu là dans toutes les stats qui viennent de passer, on joue au bot des deux côtés. On parlera. Je sais. Bah, en termes de champions, on a vu les deux champion pool de SLT et Ziganda, elles sont pas forcément très changeantes. Ziganda a joué Lulu la semaine dernière en top lane, on l'a vu dans le récap. Donc a priori, le plan de jeu global devrait pas trop évoluer pour Vitality. Bien, enfin, ce serait étonnant. On parle de kill map. SLT reste un joueur qui a battu Madeleine CG2 en LEC, donc c'est un joueur qui va largement faire le travail en effet. Pas Astralis Excel apparemment. C'est vrai qu'il a perdu contre Astralis Excel. Mais de toute façon, tout part du LEC, donc on parlera de tout ça dans le LEC. Bref, il y a une kill map. Ouais, kill map du mid-jungle de 0 à 10 minutes où on voit forcément que ça bouge beaucoup pour les deux équipes, peut-être un petit peu plus du côté des Misfits première. Et honnêtement, je suis un petit peu surpris par le fait que. Alors le combo, c'est beaucoup plus du côté de Misfits première, comme on peut le constater ici, mon cher Noix. Beaucoup plus. Bah ça joue quand même beaucoup le Herald apparemment côté Misfits première, là au Vitality, ça confirme encore ce qu'on avait vu. Je suis désolé Tréton, il y a le double de points. On reste sur le bot side, on gank le bot side et on joue pour le bot side. Et peut-être que ce qu'on peut remettre en plein écran pour on Tréton. devrait un tout petit peu plus faire d'efforts vers ce héros de la faille pour Vita. Très bon point, parce qu'on voit ici quand même qu'il y a une nette différence. Les points rouges, wow. Notamment, on va te fumer. Notamment, le combo en ce moment avec le retour de Ziggs, le Ziggs Herald au bot. Tu penses que ce sera un truc Misfits de Woolite? Après, disons ça que Ziggs, pas très Woolite, Ziggs Herald, ça te fait une T1 bot à 8 minutes de jeu, quoi. Ziggs en bot lane 100%. Contre Varus, c'est un super match-up, donc s'il y a une des deux équipes qui pique Varus. Aphelios, paraît-il. Potentiellement aussi, mais de toute façon les AD carry qui en général n'ont pas d'escape, sachant que Thresh est permaban, forcément ça fonctionne très très bien et ça peut être vu plus du côté de Smiley, je pense. On est un peu en retard en LFL de manière générale parce que par exemple le set Diana, on a mis beaucoup de temps en LEC aussi, à l'intégrer. En LEC, en Europe de le set Threadbreaker, il a pris un coup. Hein. Oui, alors bof pour le coup. Du côté bof. de la Corée, il a pris un gros coup en tout cas. C'est certain, c'est différent, mais a priori c'est toujours pas mal plébiscité par nos différentes équipes et on verra si le Ziggs ce sera cette semaine, la semaine d'après ou encore plus tard. Généralement il y a peut-être 2 semaines au décalage, en tout cas c'est ce qu'on voit jusqu'à présent. Je vous parlais de win streak tout à l'heure. Bon, on sait déjà qu'il n'y a plus que la Carmine maintenant, chaîne de victoire de 9, Vitality est tombée la semaine dernière, donc il ne reste plus qu'eux, mais ont-ils la plus grande chaîne de victoire de la LFL ever depuis 2019 qui avait fait genre 18-0, un truc comme ça. Oui, 18-0 quand il y avait juste 8 équipes ou un truc comme ça. Ouais, bravo. Ils ont fait que des 12-2 quasiment. Tu vois la réponse en image du coup, ils ont fait que des 12-2 effectivement. Alors 12-2 ils ont fait à 2 reprises une saison avec 10 victoires d'affilée. Donc ils ont 2 fois 10 victoires avec les rosters plutôt. Et justement, vous allez reconnaître quelques joueurs parce que ça commence à dater un petit peu, mais on se souvient de ces super teams. J'ai vu aussi des fans qui comptaient les victoires en play-off du Spring pour compter la win streak totale. Oui, parce qu'en LFL, ça fait depuis un bon bout de temps que la dernière défaite de la Carmine, ça relève à Easy Dream. Non, même pas, c'est pas en demi où ils ont pas perdu un match, un truc comme ça. Non, mais ils ont pas joué à demi parce qu'ils jouaient que la finale, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et ils sont 3-0, donc ça remonte à Easy Dream. Ouais. Alors, LDLC 2019, chaîne de victoire de 10 avec Joko Steelback, et non pas Steelaback, bien sûr. Ça met très bien ça. Petite typo. Et LDLC OL c'était OL je sais plus. Oui, c'est LDLC OL en 2020, c'était avec Tinks et VTO, donc 2 joueurs évidemment qu'on retrouve et qu'on a pu retrouver en LEC, et c'était également la saison lors de laquelle ils ont remporté les European Masters, mais ils n'avaient pas remporté la saison de LFL puisque c'était Gamers Origin. Et oui, ils avaient fait 12-2
perdu la finale, effectivement, Gamers Origin, etc. Et ensuite gagné les European Masters. Entre les Smiley, Huslin, je crois que c'était au moment où Smiley Huslin. C'était une belle équipe, il y avait Tuk, enfin il y avait tout dans Géo. Il y avait beaucoup de choses dans Gamers Origin. Donc voilà un petit peu les conditions d'aujourd'hui. Peut-être, enfin pas aujourd'hui, mais peut-être que cette semaine, on aurait la plus grande chaîne de victoires ever de la LFL qui serait détenue par la Carmine. Et chaque victoire, on se rapproche du jacuzzi, quoi. Chaque victoire, on se rapproche du jacuzzi. Il n'y a que des récompenses, finalement, à suivre cette storyline. Alors voyons maintenant au jeu des pronostics. Mesdames et messieurs, si une équipe croit en la défaite et en la non-égalisation de cette série de victoires. J'ai vraiment hésité à mettre Géo pour le plaisir. La pression T'es monte, toujours dernier, mine de rien. Tréton. Oh, puis tu commences à être dernier bien. Tranquille, les playoffs, on remonte dans le playoff. Il y a du MCES tenté à ma gauche par Noah et aussi par Marex. T'as copié Marex. Oui, alors il a parié avant moi, mais après je l'ai senti comme ça, tu vois, c'était in my fingers, I feel it in my fingers. C'est très bien, très bel anglais, mon frérot. Après, on a pris des risques. Si t'as pas la non, ref, a priori, comme moi. J'ai pas le ref, mais bon, c'est pas grave. Il y a Misfit Vitality qui est intéressant. Forcément, avec le changement de Vitality, t'as tendance à mettre plus une petite pièce sur les Misfits, mais globalement, des matchs qui sur le papier sont one-sided, mais on peut peut-être se tromper, surtout pour le Game World LDLC, où j'ai aussi pas mal hésité, je dois l'avouer. Je tiens quand même à dire que les 3 personnes qui dominent au niveau des pronostics ont toutes les 3 voté Vitality pour le match d'aujourd'hui. Donc voilà, ce sera intéressant à suivre, puisque nous on est là, on dit ouais, fallait mettre Misfits et tout avec le changement. Au final, il y en a pas un 70%. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien et qu'ils peuvent aussi très très bien jouer ce soir. On verra l'escroquerie justement. Moi je vois Rexma, je vois les pronos de Rexma, il est pas loin de 80% de win rate en prono, donc vraiment, je pense qu'on lui doit la confiance absolue. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, voilà qui vient conclure notre magnifique pré-show. On a un petit peu de temps, on a un petit peu de rab. Donc, mon cher Carnage, je te laisse nous dire ce qu'on fait, tout simplement. C'est vrai que. On peut parler du prochain match, le match qui va arriver. Non, on va envoyer directement. Ah, d'accord. Voilà, on va envoyer directement. C'est quoi le prochain match ? C'est LDLC et Game World, je crois. LDLC Game World, eh bien c'est exactement ça, mon cher Tréton. Félicitations, mesdames et messieurs. On va partir pour l'ouverture des matchs retour de Ligue française de League of Legends. Game World contre LDLCOL. Premier match de la soirée, Made in Tréton. À tout de suite. Peut-être sur Asa, les dégâts sont très bons sur ce Ezreal et c'est directement le kill de récupérer pendant que Skills va pouvoir faire son engage supporté par une double kill d'ores et déjà pour Smiley. La Kali force de fuir du côté des Leafs. Il ne reste que Jogo qui ne peut strictement rien faire. Triple kill très certainement pour Monsieur Smiley. De l'autre côté, Diplex vient exterminer. Et là, on va jouer en 4v5 ce fight pour Game War. Ça semble très difficile. Tuku qui essaye de go in, mais il se fait totalement contrôler par le Galio. Et de l'autre côté, c'est juste terminé. Noah, on se fait pulvériser. Clean Ace 5-0. Je set et match. Engagé Mundo, peut-être ici, il a flash in directement, mais tout sur Exakick qui va flash out, qui ne tombera pas pour le moment. Flash in de Elif qui récupère le kill, qui peut récupérer du coup un Mundo, qui peut pourquoi pas enchaîner ici sur Eka qui est en difficulté, qui doit ultimate, qui doit se repositionner. Mais c'est un Viego et ce Viego va tuer absolument tout le monde, on ne pourra pas s'en sortir pour deux. On tente le coup. Super Vous qui vit pour l'instant. Non Elif. Oh le snipe. Quel coup de fight des Solari. Et derrière Jack Troll est là en couverture. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de cooldown. Et c'est Scarlet qui peut prendre les choses en main. Désormais c'est un ace en faveur de Solari. Oh les Solari qui pourraient faire un... Oh le combo. L'enchaînement est parfait. Elif et Joko qui s'expriment sur ce teamfight et qui combinent. C'est un instant d'époque sur le support des Vitality, regardez ça, l'arrivée sur le flanc, oh mon dieu, le front, est-ce qu'on peut contrôler Stakali? Elle est immédiatement fire et martyrisée tandis que Smiley enchaîne les éliminations quadra.
On est parti pour le premier match de cette 5e semaine et le début des matchs retour. Ça y est, 9 matchs par équipe, la mi-saison est passée et c'est la dernière ligne droite avant les playoffs. Ouais, c'est là où tout va se décider. On est en plus, encore une fois, il n'y a que 5 équipes en playoff, donc c'est d'autant plus serré. Surtout que ce Summer Split est justement très très serré en LFL. Et du coup, on va commencer par un match assez intéressant parce qu'on a justement les Game Ward là qui sont peut-être en train de revenir. Moi ça me fait plaisir, j'aime beaucoup les Game Ward. Je trouvais qu'ils étaient arrivés dans ce split avec beaucoup d'ambition dans leur style de jeu. Malheureusement ça passait pas à chaque fois, il y avait toujours un moment où ça pêchait et là peut-être qu'ils se sont débloqués. Ouais, ça s'est mis en place. Après c'est vrai que LDLC pareil, ils ont eu un lancement qui était un peu compliqué, ils sont bien remontés, ils ont bien repris un peu dans l'équipe, même si dans quelques interviews ils disaient qu'ils avaient encore des problèmes en macro, en mid-game. Ça progresse tout de même. Après, ils sortent d'une mauvaise semaine, puisqu'ils sortent d'une semaine à 0-2. Donc, c'est toujours pareil. Tu sais pas à quel point ça peut démotiver une équipe ou mettre un petit coup au moral. Donc, j'espère qu'ils arrivent dans les meilleures conditions, parce que c'est vrai que Game Ward, c'est un très bel adversaire. On imagine difficilement Game Ward ne pas faire un playoff avec Misfit première, Vitality, Carmine, Game Ward. C'est un peu les 4 équipes où on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de place à prendre. Normalement, ouais. Après, Game Ward ne sont pas forcément bien. C'est pour ça que c'est un match très très important pour ces deux équipes parce que ce sont tout simplement deux adversaires directs, l'un et l'autre, pour une de ces places en playoff. Comme tu l'as dit, a priori, il y a 3 places de playoff qui sont quasiment déjà lock avec Vitality, Misfit et Carmine Corp, sauf effondrement absolu. Et encore, je ne sais même pas si mathématiquement c'est possible. En tout cas, la Game Ward 4-5, LDLC 4-5, eh bien c'est un duel très très important. Les Game Ward en blue side qui enlève le fameux Mundo. Le Mundo Yumi. Mundo Yumi, ouais. Sachant que j'ai vu Exakik prendre position par rapport à ce Ziggs à Dekari sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui sera effectivement tenté? On peut se poser la question. Ziggs à Dekari qui peut avoir du sens dans une méta où on prend souvent un double AD en solo line. Du coup, t'as généralement aussi un AP en jungle, mais bon, pourquoi pas, c'est généralement dans ces moments-là qu'on voit des botlaners AP. Alors, Mundo, Viego, qui ont été très chez Nocturne, donc Nocturne qui est peut-être le pic du patch. C'est 100% ban à peu près partout, personne ne le laisse ouvert. Ça m'étonne limite qu'il soit ban en red side. Pardon, je l'ai vu ban en blue side. Non, c'est normal que ce ban en red side, tant pour moi. Il y a alors Xin Zhao qui pourrait être disponible. Jace qui a été ban, intéressant. Est-ce que c'est... Ouais, peut-être qu'on a peur du Jace de Dan. Hein. Et on a vu justement ce matin encore du côté de la LCK, on a vu une compo Jace, Ziggs, c'est toxique. C'est toxique de ouf. Beaucoup de pokes, effectivement. On a vu pas mal de compos pokes justement autour de Jace, effectivement, qui peuvent être intéressantes. Alors, Xin Zhao est open, Gwen, Akali, éventuellement Lucia et Xin Zhao, récupéré par les Game Ward, peut-être le jungler le plus efficace du moment, à mon sens. Alors, est-ce qu'on pourrait par exemple répliquer par un Lucian? La Akali qui est dispo, la Gwen aussi. Gwen, je sais toujours pas exactement quoi penser du champion. Je suis souvent un peu déçu de Gwen. Quand ça gagne, ça a l'air broken, mais bon. Je suis plus déçu de Viego que de Gwen. Un peu de la même manière. Mais de toute façon, c'est des champions assez short range qui n'ont pas toujours leur place en teamfight. Et parfois ça cartonne en teamfight, mais comme ça n'a pas de CC, pas forcément de tankiness. Après, Gwen a son inciblable. Voilà, il y a l'inciblable. On a vu des erreurs avec Gwen qui pour moi a quand même un peu plus de choses que Viego, qui vraiment quand ça va pas du tout. Donc je me dis bon, pourquoi pas plus dans les mains de Dan. On a vu une horreur de Gwen Smite fatigue dans les mains de Dread ce matin. LCK, c'était une catastrophe. Et la Kalista qui est souvent pris en red side en 1-2 comme ça, j'aime bien. Moi je trouve que le pick est extrêmement fort, c'est bien joué. Vraiment le meilleur ADC de la méta, il est très bien joué, donc il va falloir bien que Exakik nous montre sa maîtrise sur le champion, parce que bon, sûr que ça va être autre chose que Mundo Yumi. Et les Game Ward, est-ce qu'on va prendre des solo laners? Peut-être aussi que c'est pour ça qu'on a sécurisé la Gwen aussi tôt du côté des LDLC, pour éviter de donner le duo avec le Xin Zhao. Elvarus qui a une réponse, la réponse même qui est la plus utilisée contre Kalista Bot, qui normalement lui donne la pression de lane. Après il y a toujours les passages niveau 6 avec des supports très all-in et un Renekton pour aller au top. Ouais, Renekton, mais du coup ça veut dire que donc là on a un Renekton avec un jungler AD, donc ça veut dire que les Tabi Ninja vont être vraiment efficaces pour éventuellement contrer, pour être safe sur la top lane, peut-être justement sur la Gwen. Le match-up support qui doit être très important entre Kalista et Varus.
Si la Kalista, je pense, a le match-up support, ça peut être très difficile pour un Varus où il va se faire perma-engage. Notamment qu'il n'y a pas de Tahm Kench. La petite Léona hein, qui fait Un lead bien peut-être. plaisir. Un Volibear, ok. Volibear qui, je pense qu'il y a un bon jungler en ce moment qui permet qui gank bien. Mais du coup, alors bon, c'est pas des dégâts AP, c'est des dégâts mix, on va dire Voli. Et finalement, pas de Diana, pas de Rumble un peu dans toute cette histoire. Qui sont quand même deux junglers très prisés du moment. On est parti sur quelque chose d'un peu plus tanky. Après, je trouve que c'est pas mal qu'ils aient pris Gwen, qu'ils aient pris Voli plutôt que Diana ou Rumble avec une Gwen, dans le sens où Gwen elle a besoin de setup un petit peu et Voli, je pense, lui en apporte un petit peu plus que ces deux autres champions. Et le Xin qui avait été récupéré avant. Alors maintenant, forcément, les Game Wards qui vont se diriger vers un mid laner AP. Hein, bon, déjà, c'est tout coup, il privilégie ce genre de champion. Et en plus, là, il leur faut de l'AP. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vouloir prendre? On pense à des Orianna, des Syndra. Ouais, et le ban de Ryze, hein, je vois bien un ban de Syndra juste derrière pour LDLC si jamais on veut aller chercher notamment un Lucian mid pour Eka. Il y a la Akali, c'est vrai, il y a la Akali qui est pas ban et qui a peut-être été un peu oublié. La Akali de Toukou il est très costaud. Complètement. Le Lucian, là, si les DLC prenaient Lucian, vraiment. Très AD. Bah voilà, c'est-à-dire que tu fais Tabi Ninja en face. C'est aussi très intéressant. La Akali du coup qui a été ban. Et alors visiblement on n'a pas envie de voir de langage, donc peut-être la Léona qui pourrait être ban dans la foulée pour les Game Wards. Le Tahm Kench est disponible éventuellement pour Game Wards, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils envisagent avec le Varus. Il est quand même tombé un peu en disgrâce. Tahm Kench. Ouais. Ah mais non mais autant pour moi d'ailleurs c'est le Tahm Kench rework maintenant Ouais, sur c'est pour ça. Ouais. Donc il a un peu disparu des écrans radars. Bah c'est sûr, je sais même pas s'il est unable d'ailleurs, c'est ce que j'avais vu passer qui était disable. Donc la Léona, effectivement en engage support. Alors du coup, qu'est-ce que tu gardes pour la fin? Parce que le match-up support est quand même très important. Est-ce que tu te gardes le match-up support dans la fin dans une situation comme ça? Et bien a priori, tu te gardes la mid lane. Je pense qu'il y a tellement peu de support, là il y a tellement de supports bons qui sont partis là, pour Kalista que je pense que Braum en fait est un choix assez intéressant parce que je pense que les Game Wards auraient pu partir justement sur une rotation par exemple Braum avec un mage contrôle qui aurait donné énormément de portée. Et c'est un peu ce dont j'avais peur, c'est que les Game Wards partent sur une optique de POC avec un Xin, avec un Varus. Pour peu qu'il y ait un gros poker sur la mid lane dans les mains de Toucouille, je m'inquiète un peu plus pour la capacité de LDLC avec une Kalista, un Braum à venir chercher de l'engage. Je pense que Alistar, là, je pense que c'est le meilleur choix dans le sens où le problème de la Lulu là c'est que déjà elle peut se faire go in et en plus ça veut dire que le Varus aurait joué attack speed. Donc, on a vu ce matin l'état tempo attack speed. Ça reste jouable. Et là un mage, Orianna peut-être. Contre ce qui est en face c'est pas trop mal parce que Syndra ça s'est peut-être un petit peu bloqué par le wall de Braum. Ça m'étonnerait pas qu'il parte sur une Orianna. Alistar qui est très fort contre Kalista. Contre Kalista t'aimes bien justement avoir du là qui prend quand même la Syndra, donc le choix le plus agressif des deux. Donc quand même continuer chez les Game Wards, on veut jouer cette early game avec beaucoup de priomi dans l'occurrence. C'est aussi assez intelligent quand même de jouer la Syndra plutôt que l'Orianna, dans le sens où on va pouvoir couvrir peut-être les escarmouches botlane qui vont pas manquer d'arriver avec une Kalista. Alors qu'est-ce qui marche contre Syndra un peu sur la mid lane? Il leur faut un AP. Echo. Ça fait un bout de temps qu'on en a pas vu. Ouais. Ah oui, donc c'est un Olaf contre Renekton. Qui est. Alors, ils vont remettre. Ça peut être un Voli contre Renekton. Mais les deux sont des match-ups jouables contre Renek, même si j'ai jamais trop aimé le Voli top contre Renek. Je trouve que Olaf peut peut-être faire quelque chose, mais bon, on voit pas. Alors, c'est un Voli. Du coup, c'est Gwen mid contre Syndra. C'est quand même pas facile en face de lane, hein? Non, après elle va farm, mais la Syndra aura la prio. Et du coup, cette Kalista avec le Braum qui devrait pas être en mesure vraiment de capitaliser sur le pic. Parce que quand on voit par exemple un Ansama en LEC avec Kalista, il joue tout le temps sur des stacks de wave pour essayer de punir ses adversaires. Et avec le jungle mid qui viennent sur ces timings là, ça va être beaucoup moins facile avec Gwen. Et top Voli contre Renekton, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Alors dans le temps, mais dans le temps avant les quelques nerfs de Renekton, enfin de Voli et de Renekton, c'était plus du côté de Voli que ça penchait. Maintenant les choses ont changé, même Voli a été un peu rebuild, le Divine Thunderer, puis là il a été nerf, donc en vrai j'irais tout de même qu'ils sont pas censés se massacrer sur le top side. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment jouer pour le top side? Bon, tu me diras, t'as peut-être pas envie d'engager une Kalista Braum qui va se retrouver en permanence sous tour.
C'est pas dit qu'ils se retrouvent sous tour, hein, parce que déjà ils vont avoir le push level 1, vu que Kalista est très forte level 1 et Alistar peut pas jouer niveau 1. Je pense qu'ils peuvent mettre du rythme. Moi j'ai plus peur qu'ils doivent concéder de la pression à cause du Xin et de la Syndra. En tout cas, ça y est, le premier match est prêt, les joueurs sont rentrés dans la game et on y va tout de suite. Game World contre LDLC. Et on est parti dans cette première game, première partie des matchs retour. Et c'est Toucouille qui lancera les hostilités. Ouais, Toucouille qui fait au moins proc son mana flow, donc gros avantage. Pour Game World, on peut le dire dorénavant. C'est GG, Open Mid, FFFFF. GG. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement invade level 1? Parce que là, les LDLC, ils pourraient invade le bot side sans aucun problème. Avec Bromolaf, on peut difficilement faire un meilleur level 1. Je pense que du coup, ils ont un petit peu peur que les Game World invade préemptivement leur top side. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait une invade bot. Hein. Eka qui va se faire rabattre. Tranquille, mais la ward, voilà. Donc est-ce qu'on a un sweeper? Non, pas de sweeper. Mais voilà, les Game World en fait ils savent hein, ils peuvent se faire invade bot side. Et le Olaf qui du coup est en train de cross. Ah, c'est pas la bonne nouvelle hein, pour Memento. Mais finalement du coup les Game World qui s'en sortent pas si mal parce qu'ils vont rien perdre a priori. Les deux junglers qui ont juste perdu 30 secondes de leur temps de jeu et qui vont commencer sans pool chacun de chaque côté. Et on perd quand même beaucoup de temps pour Memento hein, qui va commencer du coup bot side. Ouais, bot side, il pourrait presque se faire invade son top side, hein, faut qu'il fasse un petit peu attention. Mais j'imagine peut-être qu'il veut son red buff, on va voir. En tout cas, je pense que start solo, c'est plutôt l'avantage d'un Olaf. Hein, il n'a pas trop de problème à start solo en général. Surtout, il a vraiment un vrai camp d'avance. Donc j'attends de voir justement s'il y a quelque chose qui est mis en place par Don Hearts qui va passer ses Krugs. Et finalement, bon, il n'y aura pas grand chose à venir counter ensuite. Bah ouais, c'est l'avantage de ce que décide de faire Memento. Il prend un peu de retard, mais au moins il pourra pas se faire invade son bot side. Et du coup, la bot lane LDLC qui prend le push avec ce Kalista Braum. Alistar à un niveau 1 qui n'est pas un champion, qui ne sert à rien. Au niveau 1, c'est l'enfer. Et au moins, il l'a joué à l'aftershock histoire d'être un peu plus safe. Et Toucouille qui met beaucoup de pression. Sa Syndra, hein, qui est vraiment très impressionnante. On l'a vu la semaine dernière pulvériser un Lucian. Ouais, complètement. C'est vraiment un champion qu'il faut jouer très bien pour rentabiliser. C'est obligé de mettre énormément de pression en face de lane. Et depuis les nerfs du coup en mana du Q, c'est quand même plus aussi facile qu'avant. Il faut bien anticiper l'adversaire et faire compter chaque sort. Et Toucouille qui est excellent à ce petit jeu-là. Surtout qu'il est assez bon en dehors de la phase de lane. Et du coup, l'invade, mais ils sont déçus, hein, les DLC. Ah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il a vu les Krugs. Il aurait pu essayer de les prendre. Finalement, il va pas s'y risquer. Et il va juste aller chercher son carapateur, a priori. Une sorte de gang de la part de Danan. Peut-être qu'on veut simplement donner le push. Mais bon, Toucouille qui se fait respecter. Attention, Toucouille qui a plus beaucoup de mana, mais qui a encore un cookie et une potion. Pendant que Memento récupère le Scuttle. Et Memento qui s'en sort bien. Cet investissement d'aller bot. Attention, par contre, la Prime. Ça va coûter cher. Ça, il y a le Guardian en plus qui vient de proc. On veut fight. Superbe Q-Spell sur Xaki qui est très low en points de vie. Et Elam ne s'est pas du tout fait trade. À l'avantage des Game World là-dessus. Ouais, il a cramé sa potion. Ouais, c'est pas évident pour Xaki qui va peut-être devoir back là-dessus. Parce qu'on Prime peut à tout moment lui mettre un flash combo. Sa cleanse ne servirait à rien. D'ailleurs, parce qu'il a pris une cleanse. Il y a Syndra, il y a chaîne de corruption. Ah ouais, non, ça se défend, Mais du coup, en précise, en fait, du coup, ça le rend un petit peu moins fort. C'est ce moment-là où sa cleanse ne sert pas à grand-chose. Et du coup, la botlane des Game World qui va pouvoir crash sa wave et peut-être prendre un bon reset et vraiment dominer les débats en botlane. Pareil, a priori, du côté d'Irrelevant. Là qui va pouvoir faire son back, probablement même, vu la gigantesque vague, revenir à pied et économiser une TP. Alors les Game World, il reste pour l'instant. Peut-être qu'il aurait dû ralentir un peu le push, peut-être qu'il ne le pouvait pas à cause de la configuration de la wave. En tout cas, dans la jungle, on s'en sort bien pour Memento, alors qu'il aurait pu
Si ça avait été mal géré ce level 1, ça aurait pu être une catastrophe pour lui. Mais il s'en sort très bien. Et sur la mid lane, eh bien Eka lui aussi s'en sort bien avec sa Gwen. Ouais, c'est étonnant. Il a pas claqué son TP, il va être devant en farm en récupérant cette wave. Plutôt cool, plutôt bien pour lui. Je pense que le niveau 1 fait un peu mal à Toucouille, ça doit lui cramer au moins un stack de potions de corruption complètement gratos. Et du coup, par contre, Toucouille qui veut revenir sans sa TP, donc garder sa TP advantage, il a le temps d'ailleurs, et je pense qu'il a bien raison. Donc tout de même avantage dans les bacs et dans la première vague de reset, avantage Game Ward. Effectivement, les Game Ward qui a un léger avantage. Par contre, attends, qu'est-ce qu'on a fait bot? Elam qui n'a pas back alors qu'il avait le push tout à l'heure et du coup il va être en retard par rapport à la Kalista. Mais bon, c'est un canon donc la Kalista qui va pas pouvoir le push. Mais là on voit qu'on a un bon freeze de la part de DOS. Oh, c'est dur. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ce freeze? Il est obligé de rester, c'est une catastrophe Elam. Alors qu'ils auraient pu back tout à l'heure. Ouais. C'est dommage. Et là, normalement, t'appelles ton jungler et tu dis il a pas back, on lui met énormément de pression, couvre un peu la bot lane et on va les mettre minables. Ouais, il y a 2 TP en plus, il n'y a pas grand chose à faire pour les Game Ward, mais du coup, c'est Toucouille qui est en train de bouger. Mais Memento est en train de clear sa jungle topside, donc il va pas vraiment pouvoir se rendre utile. Et il faudrait peut-être commencer à bouger un petit peu. J'ai un peu peur pour Donards qui est en train de faire son dragon. Finalement, personne va venir le checker. Juste à côté, il y avait cette ward en train de se faire clear. Et du coup, c'est un premier dragon des océans, qui va passer crème pour LDLC. Ouais, très bien. Puis surtout que le freeze bot, il me semble, alors je sais pas s'il est cassé par les Game Ward, mais bon, ça nous donne un petit avantage en farm pour Exakik. Donc intéressant pour eux. Est-ce qu'on pourrait éventuellement tenter un dive? Peut-être on push cette mid wave, on va bot. Je sais pas où en est le stacking de la bot wave. Ouais, pour l'instant, une invade de red buff. Non plus. Donard, au passage, le level 1, Donard c'est quand même le spécialiste de l'invade level 1. Il avait quasiment gagné des EU Masters en faisant ça à chaque game. Car oui, Donard c'est champion des EU Masters. Et du coup, il n'y avait rien à faire sur le bot. Ça peut-être pas sans le niveau 6 de Donards. On n'a pas osé et on va pouvoir reprendre un back encore côté LDLC. J'ai ensuite dit, dans ce genre de cas, t'as pas intérêt à mettre vraiment de la pression en profitant de l'absence de back de Elam. Bah, ils auraient peut-être pu faire quelque chose, et je pense que le fait qu'ils aient pas de prio mid leur permet pas de dive tout simplement. Avec Olaf, Braum, Kalista. Puis Kalista c'est très bien, mais Braum c'est quand même pas terrible dans l'optique d'un dive. Ça manquait peut-être un peu de lock pour aller dive une botlane qui a tous ses summoners. Et attention, le duel sur la top lane. Très bon trade de Dandan. Et Irrelevant qui va devoir faire un tout petit peu attention. En plus, il y a un Olaf de ce côté de la carte et un roaming de DOS sur le back des deux duo lane. On savait que de toute façon, le Varus de Elam pouvait pas vraiment se permettre de bouger si vite. Ouais, du coup, c'est un swap qui est amorcé par les Game Ward. Mais attention, parce ils peuvent prendre pas mal de plate bot et ils ont pas de wave top pour l'instant. Donc, je pense que Exakik là. Ah, ils veulent fight. Est-ce qu'on a une level 6? Ouais. Exakik qui a récupéré son niveau 6. Et attention là sur qu'est-ce qu'il fait tout, c'est risqué s'il s'était fait toucher par le Q. Confiant, le mid laner des Game Ward et l'arrivée de Exakik pendant que le Herald a été amorcé par les Game Ward. Ça devrait fight avec le Renekton de Irrelevant qui arrive en flanking. Ouais, ils vont être obligés de le lâcher, je pense, les Game Ward. Effectivement, il y a cet avantage de niveau 6 du côté d'Exakik. Donc DOS qui peut prendre des risques, on peut l'envoyer pour trouver des contrôles supplémentaires. Oh, dommage, l'ulti out de Dandan. Est-ce qu'on va réussir à jouer le smite? Il y a une téléportation de Eka qui va venir, mais il arrive peut-être un petit peu plus tard. Dandan obligé de flash out. Eka qui rentre enfin dans la mêlée, mais pour l'instant, ça tank pour les LDLC. On va chercher Irrelevant qui devrait tomber avec une extirpation d'Exakik qui arrive, il se un tout petit peu. Et c'est la déroute pour les Game Ward. La deuxième TP, c'est Dandan qui revient à la charge. Et doublé pour LDLC. Les LDLC qui utilisent leur pick très très fort dans les games. Attention, c'est pas fini, le kill qui est récupéré sur Prime là des bandades des Game Ward. Pendant que les LDLC font un carton là-dessus. Je crois, alors qui a récupéré le Herald, je ne suis pas certain. Mais voilà, le pick Kalista à ce moment-là de la game, c'est vraiment très fort. Gwen qui arrive en flanking et Dandan qui a pu extrêmement bien temporiser finalement. On va revoir le fight. Ouais. Du coup, en tempo, là, on pense que c'est pas très bien engagé pour les LDLC. Ouais, avec le Braum est niveau 5, donc forcément Prime il se fait dépecer. Eka qui zone complètement Elam, qui peut absolument rien faire. Et à côté, t'as Exakik qui est en free DPS. Complètement. T'as Eka qui a zoné pendant que Irrelevant lui se faisait full DPS. Et derrière, une fois que la zone a expiré, les LDLC avaient tué la frontline des Game Ward qui étaient obligés de battre en retraite.
Et Eka qui fait un bon teamfight vraiment hein, avec sa Gwen. Je suis même pas sûr que Exaki ait eu besoin d'utiliser son ulti. Ouais, je crois même pas. Ouais, effectivement. Mais après, Kalista reste extrêmement forte dans ses phases de jeu. Et du coup, les Game Ward qui vont rester en position de swap, prendre quelques plaques sur le top side. Ils ont récupéré le Herald, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, et du coup, est-ce qu'on voudrait éventuellement récupérer cette tourelle top lane? On est 4, hein. On a fait le déplacement, le Renekton a abandonné sa mid wave, sa bot wave, et ce sera la première tour récupérée par les Game Ward qui vont peut-être recoller au score là-dessus, et c'est une bonne nouvelle pour eux. Ouais, c'est la tour qui tombera, première tour de la partie côté des Game Ward. On va aller push cette vague et on va probablement reswap dans la foulée. En attendant, c'est Exaki en solo qui fait un petit peu plaisir. C'est dommage, il y a quand même une perte d'XP dans cette manœuvre. Il y a une perte d'XP un petit peu. Après, les LDLC qui en ont perdu top aussi, hein, parce qu'ils n'étaient pas à distance de la tour. Et je pense que c'est un bon move de la part des Game Ward. Par contre, là, en allant aussi loin, ça veut dire qu'ils concèdent a priori le prochain Drake en bot lane pour les DLC. Les DLC qui sont non, ils ont pas de. Oh là là, Irreleven qui va se faire taguer par le Brome, la fissure glaciale en plein milieu. Irreleven complètement stoppé dans sa re-engage. Ah, et heureusement qu'il rentre cette ulti DOS, parce que s'il ne bloque pas le Alistar de Prime au moment où il go in, bien Prime aurait réussi à lock la Kalista et ça pourrait être un différent résultat. Et bien joué Ados pendant que le Drake est effectivement récupéré par les LDLC. C'est un trade face aux deux tours récupérés sur le top side. Et en termes de gold, on est quasiment even hein, grâce à cette utilisation du Herald. Et donc âme du dragon des nuages à venir. LDLC bien sûr sera au rendez-vous. Et là on va avoir un reset généralisé, il n'y a plus grand chose à jouer sur la carte. Est-ce qu'on va... Non, on va laisser les mid laners, hein. Je pense qu'on va reprendre la configuration initiale de la carte. Non mais les Game Ward ils ont peut-être un coup à jouer, hein. Ils sont les premiers sur la carte sur le bot side et peut-être qu'ils pourraient éventuellement menacer d'un dive bot. Irrelevant qui serait bien inspiré par exemple vu qu'on est complètement push top side de directement aller bot lane, même pas se montrer mid, traverser la river avec Etuku qui lui a la priorité mid. On va voir, c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire, hein. C'est bien joué, c'est comme ça qu'il faut mettre un petit peu de rythme. On a DOS le fait check, DOS l'atomisation, peut-être vers un headbutt à venir juste derrière et heureusement il y a l'ulti d'Exakik. Mais là ils pourraient avancer plus hein, je pense les Game Ward, voilà, et finalement ils le font mais je pense qu'ils auraient dû chase et empêcher les LDLC de prendre le gomp. Et on va tout de même lâcher la tour, on a vu que les renforts étaient arrivés, on va essayer de compenser en cross map pour Dandan, récupérer quelques plaques peut-être au top, mais voilà, Irrelevant, il a eu le temps de faire ses trucs, ça lui a pas coûté grand chose et il sera là pour la défense de la tour. Ouais c'est bien, après il aurait presque pu dive aussi la tourelle encore, rester pour dive, mais je pense que tant qu'il y a les plates c'est pas très rentable parce que du coup ça aurait donné trop de plates à Dandan sur la top lane, et Dandan qui récupère 2 plates là-dessus. Le wave clear efficace avec le fouet. Et toujours quasi égalité au gold. Tuku qui va essayer de reprendre la prio mid contre Eka. Eka qui a pas eu, alors bien qu'il ait eu 2 kills assez rapidement, c'était pas pour autant qu'il a réussi à prendre beaucoup de prio au mid contre cette Syndra. Ouais, c'est le problème, hein. Quand tu joues un mêlée contre Syndra c'est pas toujours évident, mais Eka qui est très bien dans sa game, faudra vraiment surveiller cette Gwen tout au long de la partie. Et en termes de match-up bot, on est quand même bien devant en pharma du côté d'Exakik. Je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu un swap un peu préemptif sur le Herald de la part des Game Ward qui du coup a donné pas mal de pharma à Exakik, sachant qu'il avait réussi un beau freeze et ça lui donne un avantage de l'équivalent de 4 waves, ce qui est beaucoup quand même à 14 minutes. Alors quel pourrait être le prochain objectif? On est toujours là, les deux équipes qui doivent essayer de viser peut-être cette T1 bot. Le problème c'est qu'à ce moment-là, on va récupérer les téléports d'abord du côté des LDLC. Peut-être qu'il y a un coup à jouer sur ce timing. Et j'ai l'impression qu'ils ont plus en vision le deuxième héros de la faille. On laisse le volleybot avec la TP qui va bientôt revenir et on fait jouer la Diolène au top. Par contre, c'est vrai qu'en termes de vision, c'est les Game Ward qui maîtrisent le sujet, qui arrivent à prendre un peu la prio sur la mid lane. Alors peut-être qu'on va mettre le problème aussi qu'ont les Game Ward là, c'est qu'avec une compo Varus Syndra, la question c'est des deux qui restent mid et qui... on se fait un petit peu prendre à partie là, est-ce qu'on peut prendre le kill en 1v1? Eh ben on peut complètement aux portes de la base de LDLC. Par contre, est-ce qu'on a une retraite? Et oui, on n'a pas osé faire check côté LDLC et donc on récupère ça. Et peut-être le héros de la faille au passage. Ouais, le héros de la faille dans la foulée qui pourrait... En fait, l'avantage maintenant du héros de la faille c'est que
on peut éventuellement, enfin ça devient beaucoup plus rentable de rester pour prendre une T2 bot avec le héros de la faille, parce que la T2 rapporte 250 gold de plus après. C'est extrêmement dangereux de faire ça si les adversaires ont reset, parce qu'on peut se faire punir en termes de tempo. Attention par contre, là Irrelevant qui va se faire prendre à partie par ce Olaf et ce Bro, mais c'est un Renekton et c'est sous une tour, ça pourrait être risqué. Heureusement l'arrivée du Volibear qui vient enlever le facteur tourelle. Ils lui ont laissé peu de chance à ce Renekton. Et du coup, eh bien, ce sera un kill et une tour sécurisée. Voilà qui fait du bien au porte-monnaie pour LDLC. Un reset généralisé. Il y a un 3e dragon pour eux à jouer dans 1 minute. Même s'il y a un héros de la faille en face qui pourrait aider un peu les Game Ward à setup tout ça. Là, les Game Ward, il est temps d'arrêter le rush dragon de LDLC. Ouais, bah, sur les Game Ward, a priori, je pense qu'ils vont ouvrir à 5 sur le bot side. Attention, par contre, il y a pas mal de wards dans le dos. Les LDLC qui seraient bien inspirés de trouver un TP flank, notamment de Gwen ou de Volibear, pour aller chercher les carries immobiles de Game Ward. On voit toutes les wards qui viennent d'être placées par les LDLC. Je pense que c'est leur plan. À l'heure actuelle, on a Volibear du coup qui est sur le top side, ce qui va donner le positionnement initial dans la river au Game Ward. On voit la Game Ward qui arrive en groupe, mais cela dit, Renekton qui ne fait pas le déplacement. C'est assez étonnamment, je trouve. Parce que après Renekton n'est pas vu, donc pour l'instant là les LDLC qui doivent jouer bot comme si le Renekton était sur place, mais et il reste plus qu'une pink bot side. Attention, le chunk sur Elam qui est à moins de midlife, et du coup forcément on va vouloir prendre la position dans la rivière côté LDLC. Ouais, et puis ce midlife il compte beaucoup parce que cette Kalista qui peut sustain avec son shieldbow. Et on a le décalage à pied de Dandan, il a push sa wave au top. Ça veut dire tout de même en face à face pour les LDLC de s'imposer face au POG de Syndra Varus. Complètement. Il faut qu'ils arrivent à trouver un engage et les Game Ward qui vont servir de leur héros de la faille pour prendre la priorité sur le dragon. On peut le laisser passer si on n'est pas confiant pour le LDLC. On pourrait, mais je pense qu'ils aimeraient bien fight les LDLC sur des timings comme ça avec une compo avec Olaf, Volibear, Kalista. C'est assez important de pouvoir fight. La Gwen qui est en déplacement. Mais les Game Ward qui sont en train de fixer les LDLC sur le centre de cette mid lane, mais on voit regarder le positionnement de Prime qui est en sentinelle. Il a peur de ne pas voir cette Gwen arriver. Et regardez cette ward juste dans le dos. Je pense que là les LDLC sont finalement assez bien positionnés. C'est plutôt bien qu'ils soient de ce côté-là pour ensuite créer un potentiel sandwich. Et attention là. C'est l'engage avec l'arrivée d'Eka dans le dos, c'est surtout Couille qui va tout envoyer. Attention, et le réengage par-dessus. Et c'est une boucherie, les Game Ward qui seront complètement massacrés. Déjà Toucouille qui tombe. Et on va le rejoindre dans la tombe pour Memento, le dragon, 3e dragon. Le flanking était impeccable. Ouais, c'était super. On a vu que Prime avait pas vraiment anticipé un flanking aussi deep de la part de Eka. Eka qui était vraiment arrivé dans le dos après son push bot, et c'est comme ça que les LDLC doivent jouer. Ils doivent forcer avec des gros flankings en partant des sides, soit avec des TP, soit avec des push de side de la part de Dandan ou de Eka, pour ensuite aller punir tout simplement ces carries Game Ward. On voit que la Toucou qui n'a pas de flash, Eka qui arrive dans le dos, et vous voyez Prime est en train de sécuriser les flancs, mais il a oublié qu'il pouvait se faire attaquer dans le dos. Avec la rage du berserk, découpé tout le monde. Avec la tankiness, effectivement, Memento il peut rien faire, Toucouille ne peut rien faire. Et derrière, eh bien, c'est un teamfight bien facile, bien gratuit pour LDLC. Le 3e dragon, ça sent bon pour LDLC. Complètement. Là, ils sont 3 Kaggle devant, 3 Drake. On a une compo. Alors, attention quand même leur compo, parce que ça peut aussi mal se passer en fight. Attention par contre, le flash-in de la part de Memento qui voudrait aller sécuriser le kill sur le Volibear. Volibear qui a son ultimate, mais qui va peut-être être rattrapé par le jungler des Game Ward. Peut-être une T1 qui pourrait être récupérée bot pour les Game Ward. Eux qui ont pris beaucoup de tourelles quand même, mais qui peinent en fait à trouver des bons teamfights, et c'est jamais évident avec Varus Syndra qui sont immobiles, qui ont en plus du burst, mais qui ont pas forcément de DPS quand on leur rentre dedans. Ouais, et puis bon, maintenant les LDLC ils vont avoir l'âme du dragon des nuages qui va pas tarder à arriver. On va commencer éventuellement à pouvoir jouer le Nashor, et cette Gwen côté Eka qui snowball à 5-0 avec un Zonia. Donc énormément de points de tempo entre le shield de Zonia, et derrière on a tout de même 2 beaux bruiseurs avec Olaf et Voli. Donc quand on voit qu'il y a 2 carries statiques, parce qu'en plus c'est pas un Varus, enfin c'est pas le Varus Prowler, c'est pas le Varus Gale Force, c'est vraiment le Varus Draktar avec une Syndra. Quand tout le monde dive in, pour les protéger c'est tout de même un peu rude. Ouais, effectivement, Alistar peut attraper qu'une seule personne, sachant que on l'a vu, Inspire qui avait fait ça, c'est possible avec Volibear de cancel un combo d'Alistar techniquement, enfin si on ulti au moment où l'Alistar go in. Olaf aussi qui a un truc qui le rend inciblable.
et éventuellement la Kalista avec le Braum. Et donc c'est pas évident pour les Game Ward. Il va falloir peut-être trouver des flèches de Elam pour éventuellement préparer le teamfight. Et je pense qu'il faudrait un gros Irrelevant. Malheureusement Irrelevant qui est en 0-3. Il est un peu au bois, il pourra pas tanker, il a pas de Sterak. Est-ce qu'il y a déjà de l'anti-heal? Je n'en vois pas encore. Mais tout de même un peu de sustain, il peut un peu temporiser. Mais le truc c'est que je pense qu'il y a déjà énormément de dégâts dans la compo LDLC. Donc ce Renekton, sa durée de vie en fight, j'y crois moyen. Ah, effectivement, énormément de dégâts, et notamment cette Gwen qui en a un Q chargé, probablement enlève la moitié de la barre de PV du Renekton. Mais du coup là les LDLC qui sont en train d'apprendre la vision autour du Baron, ça va pas être évident aussi parce que les Game Ward s'ils perdent le contrôle du terrain, derrière c'est très difficile de le reprendre. Parce que aller face check la compo LDLC avec des carries immobiles comme ça, c'est très difficile. Et on voit du coup que les Game Ward sont cantonnés à leur mid lane, repoussés dans leur camp, et c'est au tour des LDLC de mener le jeu, d'essayer d'aller bloquer la vision. Et c'est complètement clear, on n'hésite pas à avancer, il manque une petite ward ici mais c'est pas grave. On sent que la prochaine étape côté LDLC c'est éventuellement d'aller chercher ce Baron Nashor, on a une très bonne équipe pour le faire. Complètement, faut qu'ils épuisent les trinkets bleus des Game Ward. On voit qu'il en reste un disponible du côté de Elam. Ils y vont. Ils s'ambiancent un peu peut-être, mais on va voir s'ils veulent le faire en entier. Il y a une ward aussi juste sur le côté. On peut voir que les Game Ward pourraient trouver par exemple un flank du Renekton. Ça met du temps à réagir chez Game Ward et finalement on décide de turn un peu tôt, peut-être le turn, ah oui carrément, l'ulti de Dandan, le disengage Memento avec le sien, on met la fatigue pour continuer à aller au corps à corps et finalement on devrait sacrifier Memento. De l'autre côté c'est Eka qui s'est un peu commit en solo et qui s'est fait sanctionner, et quel Q-spell de Elam, c'est le disengage des LDLC, se sont trop fait chunk, trop fait poke. Complètement, ils ont voulu tout investir pour les tuer, le jungler des Game Ward, mais derrière Eka, on n'a pas trop vu comment ça s'était passé, mais on a vu le résultat, il s'est fait attraper par le reste des coéquipiers de Memento. Et pourtant c'était plutôt bien joué, les LDLC qui avaient fait une bonne prise de vision. Derrière on turn sur le Blue Trinket et on sait que les Game Ward sont aveugles, mais malheureusement on a peut-être voulu aller un petit peu trop loin, trop forcé sur cette attaque du Xin Zhao. Ouais, et du coup 25 secondes avant le dragon des nuages, âme du dragon à la clé côté LDLC qui a fait son reset en premier, donc ils vont pouvoir repousser cette mid lane, ils vont pouvoir prendre la position dans la river et aussi forcément la vision. Et pour l'instant, et bien juste on essaye de push. Voilà, les Game Ward sont en place aussi et il faut trouver du poke maintenant. Allez Lam, allez tout couille, à vous de jouer. Ouais, mais les DLC ils doivent aussi trouver du flank. Pour l'instant ils ne l'ont pas, ils n'ont pas la position, ils n'ont plus de ward derrière, ils n'ont pas ce push sur le side. Ce qu'on essaie de faire du côté de Eka, c'est de refaire la même. Sauf que cette fois il y a des pings derrière les Game Ward, donc les Game Ward vont le voir venir. Mais Eka est clairement en train de se positionner pour chercher un flank. Double flash sur les carries des Game Ward, ça va être très important. Et le choke qui est défendu par les Game Ward, la chaîne de corruption qui est claquée, l'ultimate dans la foulée de Dandan qui va pouvoir rentrer dans la mêlée. On est bien contrôlé du côté d'Eka. Ouais, Eka qui va détruire Memento qui essaie de tempo autant bien que mal. Et déjà un mort, et regardez, aucun dégât n'a été fait. Ils se font pulvériser un par un et le poke des lames et de tout coup il ne suffit pas. On se fait complètement avoir. Exaki qui trouve un superbe Q-spell, DOS la temporisation avec la stopwatch et les kills pleuvent chez LDLC avec leur 4e dragon. Et ça va être la lame pour les LDLC. Moi je me dis il est en train de bien se faire contrôler. Eka pas du tout, hein. Il met un Q-spell et les Zhao a disparu. Memento il a mis un ulti, Eka l'a regardé, il fait je suis aussi dans ton ulti, je suis à l'intérieur de la zone, bon bah un Q. Ah voilà. Q. C'est bien, Memento c'est pas mal ce qu'il fait, il est en train de bloquer le flanking. Non. Memento se fait juste one shot. Et du coup les LDLC qui font un gros break là-dessus avec 4K gold d'avance, quasiment 3K5 et cette âme qui va énormément les aider, notamment pour aller chercher les carries des Game Ward sur des ultimates de Olaf, de Gwen, de Volibear. Ça va leur donner cette vitesse de déplacement pour aller se projeter vers l'avant et aller chercher notamment Tuku qui passe une sale game avec sa Syndra. Bah, ils peuvent rien faire, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils essayent de poke, à côté il y a que des tanks insensibles à tout, avec une triple barre de points de vie et un Braum éventuellement qui peut se mettre devant avec Unbreakable. C'est-à-dire que pour tuer Olaf ou Volley sous ulti, c'est impossible. Et donc le teamfight de la LDLC il est pas compliqué, on court et on roule sur ce qui se trouve sur le chemin. Ouais, complètement. C'est pour ça que j'ai du mal en ce moment
réponses au pick Kalista. Je trouve que Varus a beaucoup de mal, même si Varus en lane à l'époque marchait bien contre Kalista. On voit qu'en ce moment ça lui fait pas grand chose non plus. Et en plus de ça, le Varus qui derrière est vraiment à la merci des Kalista comp entre guillemets en teamfight. Avec la disparition de Tahm Kench et Thresh Permaban, Ouais. le truc c'est que les AD carry statiques ils sont compliqués à jouer. Donc là on peut voir alors on a pu voir un peu de Braum, on a pu voir aussi un peu de Galio. Malheureusement contre des insensibles, ça reste compliqué, c'est pas un repositionnement pour les AD carry. Donc j'attends de voir aujourd'hui, c'est quand même probable qu'on voit un Aphelios, il y a certaines équipes qui l'affectionnent. Je vais être curieux de voir comment ils arrivent à le maintenir vivant. Effectivement, Aphelios c'est pas forcément une mauvaise solution. Et les LDLC qui sont en train de sneak un baron, j'imagine qu'on a utilisé la plante, mais les gamers qui l'ont vu venir et qui ont quand même mis leur trinket bleu. Sauf que maintenant ils disent non plus, les LDLC qui vont pouvoir reprendre le push mid et éventuellement aller se recacher. En fait là toutes ces phases de jeu, parce que là nous on a la double vision, il faut imaginer que les gamers n'ont quasiment aucune vision à cause de toutes ces pings des LDLC et doivent tout le temps se poser la question, sont-ils au baron ou pas. Bon en l'occurrence ils ont encore la vision du scuttle et en plus la fameuse ward, la ward qu'on voit là sur la gauche. La Sparta Ward. Ouais, qui est un grand classique et qui est souvent pas check par les équipes qui startent le baron. En tout cas, les Game Wards qui arrivent sur place, maintenant les LDLC vont vouloir fight. Et le TP de Eika, il a son Cosmic Drive, Eika, il est très stuff. On va aller dégager cette ping pour mettre complètement dans le noir les Game Wards. Attention, le Pokébon, mais est-ce que ça va suffire? Tout coup, il va se faire démembrer. Regardez ces deux tanks qui ne prennent aucun dégât au milieu de la mêlée. C'est scandaleux. Et ça va être un bon gros 4-0. Et pourtant, les Game Wards n'avaient pas fait un si mauvais boulot. Ouais, les Game Wards avaient réussi à scinder la compo des LDLC, mais Eka a juste eu à flash in par-dessus le wall et dans sa zone avec le go-in de Dandan. Bonne coordination entre les deux joueurs LDLC. Il est venu découper les carry Game Wards. C'est compliqué pour les Game Wards de fight tout simplement à partir du moment où les champions des LDLC ont réussi à arriver en contact. Derrière, il n'y a pas grand-chose à faire. Et va les empêcher d'arriver en contact avec leur avance. On va revoir. Et pourtant, on voit Donhard c'est low, Exaki qui est low. Et là, c'est le drame. Trop de sustain. En plus, avec Dandan, Eka qui se repositionne dans sa zone. Et ça sustain juste trop, quoi. Merci monsieur. Ouais, Eka qui était intombable. Pourtant, il n'avait pas forcément fait un très bon ultimate. Heureusement que Dandan est venu lui donner un petit peu de temps. Et les LDLC qui sont en train de rouler sur cette game, tout simplement 7 kills d'avance. 15-3. Disons qu'en termes de gold, c'est pas aussi catastrophique que le tableau des scores pourrait l'indiquer. Le tableau des kills en tout cas. Mais les LDLC là qui font vraiment la course en tête et je vois pas trop maintenant comment les Game Wards peuvent revenir avec leur champion. Attention là, le go-in de Memento. Il le tente, mais encore une fois ça tank beaucoup trop. Exaki qui temporise, Eika qui vient d'arriver sur Irrelevant qui ne peut absolument rien faire dans son duel. Oh mon dieu. Et c'est une fun game a priori. L'ulti, la chaîne de corruption qui part dans l'ulti de Dandan qui se fera croquer et presque croquer puisque c'est Doz qui prendra le kill et normalement ça y est, il n'y a plus aucun défenseur, ce sera la game. Une game assez propre de LDLC. Ouais, du coup, ça fait que personne n'a de prédiction. Non, tout le monde a faux. Ouais. Déjà 0%, y compris Twitter. Ouais. Et bien, ouais, game très clean de LDLC avec une compo avec beaucoup d'engage. Enfin, en fait, pas tant d'engage que ça. Je dirais qu'il y en avait. C'est simplement qu'on était complètement immobile en face. Mais des bonnes prises de fight. Et Eka qui nous fait une très belle game avec sa Gwen. Il est. Bon, après, c'est sûr, si tu arrives au contact avec Gwen, que tu es bien dans ta game, ça va vite. Au bout d'un moment, effectivement, avec les 5-6 000 gold d'avance, il y avait juste à rentrer. Le problème, c'est que les Game Wards ont mis peut-être les 2-3 faits chèques qu'il fallait pas mettre en early game. Notamment, on parle de ce fight dans la jungle. Et ça a été très compliqué à gérer après de revenir. Voilà, une Gwen à 5-0. Ouais, Gwen à 5-0 et derrière quelques coups de ciseaux et c'est réglé. En tout cas, très belle game de la part des LDLC. Eh bien, c'est eux qui se rassurent et qui du coup prennent l'avantage parce que les deux équipes étaient à égalité, 4-5. Et en tout cas, on va pouvoir décortiquer cette partie sur l'analyse desk. À tout à l'heure. Merci beaucoup messieurs, effectivement victoire de LDLC et donc LDLCOL qui passe devant les Game Wards au classement. C'est un match très important pour commencer cette semaine de match retour ici en LFL et messieurs, une performance ma foi absolument scandaleuse quand même du côté de LDLCOL et on a regardé ça un petit peu en off, c'est extrêmement lié à la draft et surtout à ce que la draft de LDLCOL
permet de faire et permet de contrer. Ah bah la Kalista sur Exaki, forcément, ça met mieux qu'un Pas de Mundo Mundo. aujourd'hui. Pas de Mundo en effet, mais une draft avec Kalista Braum qui fonctionne très très bien. En plus, le pick de Braum ici, qui est très bien trouvé contre. Il y a une Syndra en face, il y a un Varus, ça les gêne quand même pas mal. Et derrière, la Gwen mid de Eka, c'est pas la première fois. La deuxième. C'est la deuxième et il fonctionne à chaque fois très très bien avec ce champion. Et pourtant, on aurait pu se dire qu'en termes de phase de lane, ça aurait été encore plus compliqué contre un tout coup sur Syndra tout de même. Absolument, et malgré tout, mon cher Chief, la gestion de la zone et puis surtout les escarmouches. On doit quand même beaucoup cette game aux escarmouches. Ouais, tout à fait. On a des. Alors, je pense que des deux côtés, on a des pics assez puissants en escarmouche en réalité. Que des champions qui spike assez bien sur un item. Voilà, les LDLC ont su retrouver la grinta qui était la leur avant leur semaine d'expérimentation avec Mundo Yumi. Et là, on voit alors, il y a un très bon combo de Prime et derrière, Exa qui reprend un peu l'initiative. Et je pense que le pick Braum est très gênant aussi pour les Game Ward. Très gênant pour Varus, très gênant pour Syndra, très gênant pour tout leur corps à corps. Pour moi, c'est vraiment un pick clé dans toutes les escarmouches, ce pick Braum. Et je pense que Game Ward a beaucoup souffert. À mon avis, genre gagner les teamfights était très difficile, je pense, dans leur situation. Et Eka qui a pu briller aussi sa zone. Ça peut être très fort également contre les Syndra deux et ensemble, Varus. et effectivement, ça donne très peu de counterplay. C'est Gwen plus Braum dans une composition qui veut jouer un petit peu long range. Ça a l'air d'être tout simplement dans la poche. C'est quasiment bien utilisé, bien sûr. Bien utilisé, évidemment, c'est quasiment GG. Au-delà de ça, pour la LDLCOL, là, ils se permettent des compositions totalement classiques qu'ils savent à 100% jouer. Ils se mettent pas forcément dans la difficulté parce que certes, quand tu joues Mundo Yumi, tu te mets dans la difficulté de ton adversaire, mais tu te mets toi aussi parce qu'il faut quand même apprendre à beaucoup jouer avec en mid-game, c'est pas facile. Sûr. Et ici, tout ce dont ils avaient besoin, c'est de trouver des flanks sur Eka, qu'il a très bien fait durant toute la game, de jouer les teamfights en permanence et de courir tout simplement sur l'adversaire. C'est un gameplay qui est quand même beaucoup plus simple et qui a très bien fonctionné ici parce que les LDLC étaient en confiance. Ils ont agressé en permanence avec vraiment un gars qui a été dominant du début à la fin, qui a fait ici un très très bon fight, mais aussi au Baron Nashor derrière un très bon flank. Encore une fois. Les flanks de Gwen midlane qui sont pourtant pas si faciles à trouver, qu'il a réussi à faire ici. Spécialité française que cette Gwen mid, Chipsou. C'est vrai. Alors, il y a eu Caps, mais LDLC en plus, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont aussi joué Gwen jungle. Oui. Ils l'ont joué top. Alors, il faudrait vérifier. C'est une excellente question. Je crois pas. J'ai un doute. Mais il me semble pas. Mais voilà, c'est vrai que tu regardes le pic, considérons que Dan la joue, tu vois quand même. On voit le dernier très bon flank de C'est Eka. légitime. Mais considérons que Dan la joue, ça veut dire vraiment que le champion est vraiment flexible sur 3 positions chez eux. Du coup. Bon, déjà que de base, c'est un champion que t'as pas trop envie de laisser. Ça devient encore plus un power pick dans les mains de LDLCOL, a priori. Ouais, un power pick pour LDLCOL et bien sûr un pick dont il faut avoir peur pour ses adversaires parce que LDLCOL rentre véritablement dans cette phase de marche au playoff. On peut parler de marche encore, il y a encore quelques semaines à disputer. Mais les voilà maintenant en ratio neutre. On va plutôt commencer à monter dans le positif. On a une recette qui marche plutôt pas mal. On a une autre en préparation avec le Mundo Yumi qui nécessite certainement quelques ajustements. LDLCOL, une équipe véritablement qui est sur la pente ascendante. Une équipe qui peut véritablement prétendre au playoff, parce que la semaine du Mundo Yumi, bon, ils se sont ratés certes, mais ils n'étaient pas non plus dégoûtants en game, surtout la game contre Solari qui se font un petit peu voler. Et globalement, la LDLCOL joue véritablement bien et de gagner contre GameWard, un prétendant direct pour ces playoffs, c'est une très très bonne nouvelle pour eux. Ils sont très bien lancés actuellement. Alors, il y a sûrement des choses qu'on pouvait mieux faire sur la map au niveau des GameWard, mais malgré tout, cette défaite, alors la draft très importante, à quel point? Bah, encore une fois, c'est difficile à dire, comme ça à chaud, bien sûr, faudrait voir le replay, etc. Mais... Ouais, très importante quand même, je pense. Je pense vraiment bonne Braum Gwen trop fort contre les carries de GameWard, Braum trop fort contre toute la draft, le Volley qui a un counter pick de Renekton au top, sachant que Renekton a été nerf, tu vois, avec Volley est puissant avec le Divine Thunderer. En fait, vraiment, quand tu mets toutes les briques, quand tu imbriques tout, tu regardes, tu te dis, c'était pas facile de gagner cette game pour GameWard. Fallait vraiment surclasser LDLC. Et notamment en mid-jungle. Si tu regardes les match-ups, c'est en mid-jungle avec Syndra Gwen, où je pense que tu es censé être assez au-dessus de Olaf, avec Syndra Xin, pardon, contre Gwen, ainsi que notre cher ami Olaf. T'es censé être quand même largement devant en termes de 2 contre 2 en mid-jungle. Et de par ce fait, snowball la partie, à partir du moment où ils n'ont pas réussi à le faire, c'était plus compliqué. Très bien, tu pourras poser la question au niveau du mid-jungle parce qu'on va juste après recevoir Don Hartz pour l'interview post-match. Mais avant ça, le MVP, bien sûr, on est tombé d'accord. Alors, il y avait un Braum qui méritait quasiment son MVP tout seul, juste par son existence. Mais au final, quand même, les qualités des flanks de Eika, le mid laner des LDLCOL, ont convaincu l'ensemble du staff. Mais encore une fois, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais c'est terrible.
beaucoup de personnes ont bien joué et dans les yeux de beaucoup de spectateurs, effectivement, on peut trouver des points très importants sur chaque joueur. Nous, on décide quand même que les flanks et le pick Gwen et la maîtrise en général de la Gwen font la différence. Bon, DOS pas loin quand même. Ah, moi, je pense que DOS a bien joué. De façon générale, il n'y a pas grand monde chez LDLCOL qui... Un jungler qui prend pas de kill au passage, Donart. C'est vrai. Après, est-ce qu'il l'a fait exprès, tu vois? On peut toujours se demander avec nos amis. Vu son nombre d'assists, tu vois, je peux partir du principe quand même qu'il a maîtrisé le pouvoir de sa hache. Mon cher Carnage, nous avons... Oui. D'accord, très bien. Bah écoute, on va pouvoir temporiser et parler légèrement de l'affiche suivante, mesdames et messieurs. Alors moi, j'ai 2 affiches plus tard, mais j'ai pas l'affiche suivante. C'est BDS la suivante ou... C'est pas BDS. BDS, c'est le dernier match. Parce que moi, j'ai pas K-Corp. Du coup, c'est Solari, non? Il y a Solari dedans. C'est Sly, Easy. Solari, Easy Dream, ouais. On connaît bien nos... c'est bien Sly Easy le prochain match, Carnage, tu me confirmes? Oui. Il dit sûrement. Je l'entends d'ici, il a dit ouais, sûrement, Carnage. Allez, trêve de plaisanterie, mesdames et messieurs. On accueille Donart, le jungler des LDLCOL sur ce plateau. Good evening, Donart. Where are you? I can see you. Oh, you're there. Good evening, Donart. Hello. Congrats on the win. Thank you. It was a pretty convincing one, and congrats on beating GameWard in the standings too. But we want to talk talk to you about the draft, which seems pretty unfair in our eyes. You seem to have every option, every play, and everything to go against GameWard's composition. Were you pretty satisfied with your draft today? Yeah, I was pretty satisfied with the draft that we ended up with. It was a bit, weird how we got it. Like Jungle on 5 is not very common, but our comp just completely countered the comp of GameWard, so it was pretty easy to execute in the game. Well, you executed it pretty well, and we will talked about some other spices in LDLCOL drafts, especially the Mundo Yumi. I leave this one to you, Trayton. But for me, Donart, could you please explain to us how do you end up with so many ideas? What's the dynamic inside LDLCOL? Are you focusing on finding new champs and new synergies to go with your playstyle? Yeah, I think we're all quite open-minded in the LDLC, and we like trying stuff that is also not unconventional, because whenever you practice something that the enemy doesn't know, you will always know better how to execute it. Right. In the case of Mundo Yumi, it didn't work out for us too well, although I think the second game was definitely winnable, but I'm happy that we're trying stuff. I'm happy that we're playing unconventional stuff, because also it makes it harder for enemy teams to prepare against us. Today, they banned the Mundo as well. I guess they were afraid we were going to pick it again, even though we lost both games on it. So, yeah, I think it's very nice. Yeah, it's a pretty interesting trait for your team, and I think for your opponents, it's quite hard to know what you're going to go with today. And I believe we may have been a lot to expect another Mundo Yumi today, but it was Gwen once again for you guys. Is Gwen a triple flex for LDLC? Yeah, I mean, I wouldn't. Don't spoil it, yeah. Say 100% where we can flex it, but I don't want to reveal our strategies, right? Sure. But it's a flex, and I don't know why we keep getting the champ. It's really OP, and then enemy team also picks a lot of melee champs against it, which makes it even easier for Gwen. So, yeah, I mean, flex picks, Gwen, Season 11 heroes, all very OP. Yeah, draft-wide, it's an excellent run for you guys. Tréton. Donart, you played with a lot of mid laners. Now you're playing with Eka. I just want to know how is it going, the synergy with Eka? Yeah, I think Aika and me have very good synergy also out of the game. We're both very energetic, I guess, and it works really well. I'm really happy with how he's playing, how he's communicating, his champion pool and everything. And yeah, I think we have good chemistry. You have a lot of experienced players with Eka, with yourself, and even with Dandan in the top lane. Who is making the calls actually within LDLCOL? I mean, it's not really one person making the calls. It's not like we have a shot call or anything. It's more of a discussion. I think it's like more natural that maybe in the early game it's more like jungle, in the late game it's more support, but it's really not that black and white. Everyone gives input and steps back when they have to, or steps forward when they have to. Whoever's strong talks up a lot how they want to play, and I think this is how it's also best in the team.
All right. Chips, traitons une dernière question pour Donut. Non, a last one for me. Which are the teams that you are scared of? That you think you're not gonna be quite able to win? Are you scared of anyone actually? I mean, being scared is the wrong word, at least for me. I respect teams like Vitality, K-Corp. I think they're very strong, but I think if you're scared of a team, you're always going to lose to them. And I think you should respect your enemy. You should respect every enemy, some more than others, I guess. But yeah, I think like K-Corp, Vitality, Misfits are the teams that I respect a lot. All right, so you may be the one, you may be the chosen one to bring down some of the win streaks we have going on in the LFL. A poor choice of words on my part, of course. Don't be scared, go smash them, and we also believe that LDLCOL is doing an amazing job inside this summer split. And of course, your venue is quite welcome here. So Donuts, congrats on the job, congrats on the win of the day, and of course, wish you the best for the matchup tomorrow. Thank you. All right, have a good one, Donuts. Yeah, have a good day. Bye. Thank you for the interview. Je suis. Donuts, c'est Gladiator un peu. Ouais, il a pas peur, il a clairement pas peur. Bah, la question c'était est-ce qu'il avait peur d'une équipe? En l'occurrence, non, mais il respecte tout de même beaucoup Carmine et Vitality. Et en vrai, sa réponse était très très cool, même les réponses globalement très posées, le frérot Donart. Vainqueur d'European Masters, tout de même, il faut garder ça en tête. Mais Tréton, d'ailleurs, tu l'avais connu à cette époque-là. Ouais, il avait 2019, il avait Labrov Karzi en scrim, il faisait pas les malins. Par contre, en game compétitive, il faisait les malins contre nous et on s'est fait sortir par l'équipe winner. Donc au final, on était second, quoi. Bah écoute, en tout cas, tout ce qu'on en retient, c'est que LDLCOL se porte bien dans ce Summer Split et commence ses matchs retour avec une victoire qui sera importante, je pense, dans la course playoff. GameWard, c'est un adversaire qui sera vraiment au coude à coude au niveau de cette course pour le top 5. Et honnêtement, on a des drafts créatives, on a plusieurs playstyles qui sont tentés, la casquette de carry qui change un petit peu de tête entre les différents intervenants. Et on a même le retour d'un EIK ultra dominant, comme ça peut être le cas dans les saisons passées. Donc, en parlant de draft, il disait que justement c'était super cool parce que tout le monde était créatif, que tout le monde voulait tenter des choses. On a aussi posé une question par rapport au shot calling. Tu sens la bonne dynamique, vraiment. Il y a une bonne dynamique actuellement. Ça propose beaucoup LDLCOL et donc voilà, félicitations bien sûr à l'équipe. Mon cher Carnage, je ne t'ai point entendu, je te réécoute bien entendu. Merci beaucoup mon cher Carnage. On va passer au second match de la soirée, mesdames et messieurs. Et effectivement, je les ai à mes pieds. Ce sont les Solari qui vont affronter les Easy Dream. Aucun sponsorship là-dedans, hein, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est juste du flex de ma part. Mais voilà, Solari contre Easy Dream. Attention, il s'est passé des choses durant la Lyon eSport. On va voir si les Easy Dream vont maintenir un petit peu de cette grinta qu'ils nous ont montré ce week-end face au Solari. À tout de suite sur ETP.